Bien, si tout le monde est installé, nous allons démarrer. Chers collègues, bonjour. Merci d'être présents aussi nombreux pour ce temps d'écoute et d'échange du CREPS de Montpellier Font-Romeu, et ce sous un format webinaire. Compte tenu du contexte que vous connaissez bien et que nous subissons tous, nous accueillons un certain nombre de collègues des régions voisines. Donc, je vais me présenter. Je suis Jean-Christophe Aubin, responsable du département performance sportive au CREPS sur le site de Montpellier. Avec mes collègues, nous avons donc la joie de lancer ce webinaire que nous avons intitulé « Sport de haut niveau, les enseignements du confinement et l'appréhension du déconfinement ». Cette initiative est née la semaine dernière, à la suite de nos échanges croisés et les interrogations que vous nous avez exprimées, notamment vous, entraîneurs, coordonnateurs, nos partenaires qui participent à l'accompagnement de nos sportifs et nous-mêmes, administratifs, qui avons un certain nombre de questions, notamment sur 4 domaines. L'accompagnement médical, dans ce contexte anxiogène qu'est le Covid. L'impact psychologique du confinement prolongé maintenant. L'accompagnement alimentaire et nutritionnel, notamment à distance, et toujours à distance, le suivi, l'animation, l'accompagnement de l'activité physique que l'on veut maintenir et que l'on veut pratiquer dans un espace confiné, souvent personnel et souvent contraint. Donc avant de vous présenter, de vous présenter les intervenants, je voulais juste vous préciser que nous allons échanger en 2 temps. Un premier temps consacré à aux enseignements du confinement et comment poursuivre sur les 15 jours et les 3 semaines qui arrivent. Et un deuxième temps qui sera dédié plutôt au déconfinement avec un certain nombre de mesures gouvernementales et locales qui ne sont pas sorties. Donc nous devons, et j'insiste là-dessus, nous allons insister là-dessus, nous devons être particulièrement prudents. Donc je vous présente nos collègues. Le docteur Marc Julien, éminent médecin, coordonnateur de la Fédération hospitalière de médecine et chirurgie du sport au centre hospitalier La Péronie de Montpellier. Il est également ancien médecin de l'équipe de France de rugby à 7 et il est toujours le président de la Société régionale de médecine du sport. Vous avez aussi devant vous Philippe Salas, docteur en psychologie et psychopathologie clinique, psychologue du CREPS depuis maintenant 25 ans, donc avec une énorme expérience sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Et il est ancien psychologue fédéral placé auprès des équipes de France d'un certain nombre de disciplines. Thomas Ladra, diététicien, nutritionniste du sport, qui a son cabinet nommé Nutrition Santé Performance à Montpellier. C'est un formateur auprès d'institutions de formation locales et lui aussi accompagne un certain nombre de sportifs de haut niveau dans leur stratégie alimentaire dans le cadre de ce confinement et bientôt dans le cadre du déconfinement. Et enfin, on ne le présente plus, Olivier Morelli, président et créateur du syndicat national des préparateurs physiques, gérant de la structure de préparation physique nommée Prépare, docteur en physiologie du sport, préparateur physique des équipes de France de volley et de handball. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, sans plus attendre, nous allons démarrer. Je vais vous demander de fermer vos micros, si possible, et de consacrer vos questions, notamment via le chat, d'écrire vos questions via le chat. Je vais consulter ce chat et je vais me faire un point d'honneur de relayer. Voilà, donc je vais laisser la parole pour ce premier temps consacré aux enseignements du confinement. Cela fait 6 semaines que nous sommes confinés maintenant, dans un contexte très lourd, comme je le disais tout à l'heure, du Covid.
quelles sont les bonnes pratiques pour les jours qui nous restent, pour les 3 semaines qui nous restent. Et je donne la parole au docteur Marc Julia. Marc, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci JC de cette présentation. Merci à mes collègues d'avoir accepté qu'on fasse ensemble ce topo. Ça nous a déjà pas mal passionné de travailler en amont un peu, donc on va essayer de vous restituer au mieux ce qu'on s'est dit. Et puis merci à vous tous d'être là. D'ores et déjà, je vais renforcer ce qu'a dit JC. On marche un peu sur des œufs, surtout sur le côté médical, parce qu'on découvre le virus au fur et à mesure. C'est-à-dire que le plus grand spécialiste du Covid, il a 6 mois d'expérience. Donc, voilà, il faut rester prudent. Aujourd'hui, on va vous donner des notions qui sont retenues comme aujourd'hui vraies, mais qui peuvent changer demain. Et puis, ce que disait JC, on en reparlera dans le déconfinement. On est encore plus prudent parce que là, on est encore sous la dépendance des décisions ministérielles qu'on va appliquer. Donc aujourd'hui, on donne des pistes, on donne des choses que l'on sait, des choses qu'on évoque, mais ne prenez pas tout pour argent comptant et le bon sens doit rester quand même aussi de règle. Donc, je vous ai fait juste 2-3 petits diapos pour peut-être soutenir un peu le topo. Juste, voilà, ça c'est le titre. La première question que je voulais aborder avec vous tous, c'est déjà poser un peu le cadre du quel est l'impact du Covid-19 au niveau médical, parce que de là va découler toutes les stratégies qu'on pourra avoir sur le point psychologique, mais surtout nutritionnel et prépa physique. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact médical de ce Covid-19 ? La crainte principale, elle est effectivement cardio-pulmonaire, cette atteinte, alors de manière assez paradoxale, peut-être que ce n'est pas intuitif pour vous, pour tous, mais c'est le cœur qui nous inquiète le plus. Alors pourquoi, entre guillemets ? Pas parce que c'est le plus fréquent, mais parce qu'au cas où, si on est atteint, il pourrait y avoir potentiellement des cas graves. Donc tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Encore, on n'est pas pour faire peur, mais effectivement, c'est une des motifs qui font qu'on est un peu prudent, c'est qu'il semblerait qu'il puisse y avoir une atteinte du cœur de type myocardite, une inflammation du cœur, qui est très fréquente avec tous les virus, qui existe avec tous les virus, notamment la grippe, mais dont la fréquence peut varier, la prévalence peut varier selon les virus. Et ça, je reviens sur les recommandations des cardiologues du sport, qui, en cas de tout épisode infectieux, notamment viral, mais fébrile, recommandent l'arrêt du sport pendant 10 jours. Donc voilà, toutes des choses qu'on devrait appliquer au quotidien et qui sont d'autant plus vraies pour le Covid-19 parce qu'il semblerait qu'effectivement la prévalence, le nombre de cas, donc, soit chez les patients hospitalisés, il faut être honnête, c'est que là qu'on l'a évalué. Donc, c'est des patients relativement lourds qui ont eu des infections sévères. On est allé jusqu'à 12 à 20% de cas où il y avait une atteinte du myocarde. Ça ne veut pas dire que le cœur était défaillant, qu'il y avait une incidence cardiaque, c'est que juste, on a vu qu'il y avait une localisation au niveau du cœur du virus. Et ça, encore une fois, c'est dans les cas hospitalisés. Dans les patients non hospitalisés, ce qui vont nos patients, en fait, parce que, enfin, nos patients, les sportifs qu'on suit, parce que tout au plus, ils auront fait quelques symptômes qui auraient été gérés à la maison. On ne sait pas du tout quelle est la fréquence de l'atteinte cardiaque. Donc, il semble qu'elle soit faible, mais c'est cet inconnu que l'on va petit à petit préciser qui justifie la prudence qu'on a aujourd'hui. En effet, quel est le risque de myocardite ? C'est en phase aiguë essentiellement, c'est connu, c'est d'avoir des extrasystoles ventriculaires, le cœur qui se met à battre de manière anormale et avec une régularité anormale, et ça peut se transformer en tachycardie ventriculaire et la fameuse mort subite du sportif. Donc ça reste exceptionnel, là encore, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est juste que vous compreniez pourquoi effectivement on a une certaine prudence. Il y a un rôle cumulatif de la chaleur et de la déshydratation, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte pour nous quand on va retourner sur le terrain parce qu'il fera plus chaud et donc il faudra bien penser à hydrater nos sportifs. Donc ça, on sait que la myocardite peut évoluer là-dessus en phase aiguë, en phase séquelaire, c'est-à-dire une fois que le virus a été guéri, en ce qui fait que la maladie a été guérie, est-ce qu'il y a des séquelles qui augmentent le risque de mort subite ? Ça, on ne le sait pas encore, donc c'est encore une inconnue. Donc voilà, on parle de choses très hypothétiques, mais qui, par principe de précaution et au vu du risque qui est associé, ça impose qu'on ait quelques prudences que je vais vous préciser par la suite. Deuxième chose, la deuxième atteinte, c'est pulmonaire, qui est un peu plus intuitive, parce que c'est un virus qui est pulmonaire, ça rentre par le nez, ça va dans les poumons, une atteinte un peu originale par rapport à d'autres. Elle est plus fréquente que l'atteinte cardiaque, mais comme ce n'est pas responsable d'une mort subite, quelque part, on le met moins comme un prérequis à la reprise du sport. Mais c'est sûr que ça va poser des questions. Il y aura peut-être des évaluations respiratoires à avoir chez certains sujets qui auront des séquelles potentiellement. Donc voilà. Ça, c'est les deux grandes
causes de santé au sens général. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et là je passerai quand même la parole surtout à Olivier, c'est au niveau locomoteur. Ce fameux déconditionnement qui est associé plus qu'au virus, en fait, c'est au confinement qu'on a imposé. Le virus, pendant 10 jours, on est au repos, puis après, on reprend, entre guillemets, d'autres virus. Donc, le virus lui-même ne déconditionne pas forcément plus, bien que, quand même, les gens qui ont eu une belle infection sont beaucoup plus secoués qu'avec une simple grippe. Et donc, ça touche tout, là. Là, ça touche le cartilage, l'os, le tendon, le muscle, les 10 vertébraux. On verra que nous, on est des sportifs qui décompensent des problèmes discaux qui étaient équilibrés jusqu'à présent avec un bon conditionnement musculaire et qui se décompensent. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est pas du virus directement, mais c'est les conséquences du repos qu'on a imposé indépendamment du virus. Et enfin, d'autres atteintes, je pas, voilà, mais tout le monde peut, au niveau hépatique, il y en a, au niveau rénal, il peut y en avoir, au niveau RL, vous avez tous entendu parler de l'anosmie, de la gueusie, la perte d'odorat et du goût, qui est un des signes assez caractéristiques finalement originels de ce virus. Donc tout ça pour positionner un peu le contexte médical dans lequel on est, avec l'atteinte du virus qui est essentiellement le cardio-pulmonaire, et puis les conséquences du repos qu'on a imposé, du confinement qui est le déconditionnement. Voilà, donc ça c'était là. Je vais peut-être, JC, tu veux prendre la parole pour présenter un peu le confinement, ou tu l'as fait au départ et on enchaîne? Oh, on l'a fait au départ et puis tout le monde le connaît plus ou moins, mais on peut enchaîner sur Philippe, notamment sur l'aspect un peu psychologique du confinement, comment, grosso modo, nos sportifs l'ont appréhendé. Alors, comme tu veux. Si, moi, j'aurais bien fini le Vas-y, médical vas-y. du confinement. Après, je passe Oui, la parole à ce moment-là. Et vas-y. puis, je interviens juste pour le déconfinement, si ça vous va. Comme ça, moi, je pense au rôle du médical, il est au début de chaque phase. Après, pendant, je pense que c'est plus le rôle de mes collègues. Donc, voilà, quelle est l'attitude qu'on doit avoir contre cet impact médical alors, pendant le confinement? La question essentielle, c'est est-ce que oui ou non, on a été touché par le Covid-19? Ça conditionne énormément l'attitude qu'il faudra avoir au niveau médical. S'il y a une suspicion de Covid ou carrément confirmée par un test, qui soit un prélèvement nasal ou sérologique, là, il n'y a pas de question, c'est repos sportif complet et consulté au niveau médical. D'accord? Si vous avez un sportif qui a eu une espèce de syndrome grippal, des courbatures, de la diarrhée, des symptômes de céphalée, chaleur, fièvre, tout ça, il faut vraiment que le message soit clair. Pendant qu'il est confiné, il faut qu'il consulte. Okay, on ne met pas à l'activité physique tant qu'on n'a pas éclairci ça. Et donc, par contre, quand on est en l'absence de suspicion, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, c'est juste deux petits mots que je vous donne. C'est euh, par rapport au cardio-pulmonaire, les consignes médicales qu'on donne et après les applications pratiques, Olivier en parlera, c'est respecter une intensité inférieure à 80% de la fréquence cardiaque maximale. Pourquoi? Parce que même si on ne suspecte pas, on ne sait jamais, il y a des formes asymptomatiques qui peuvent être présentes. Donc, tant qu'on est confiné, qu'il n'y a pas un contrôle médical initial, on conseille de ne pas dépasser cette fréquence cardiaque, de ne pas faire plus d'une heure pour éviter d'aller vers des déshydratations importantes et attention aux conditions chaudes. Donc, ça, c'est les précautions à ce niveau-là. Et au niveau locomoteur, je vais arrêter là-dessus, c'est en tout cas moi, ce qui me concerne, ce que j'ai vu chez mes sportifs, c'est penser à varier le type de sollicitation, ne pas se mettre que sur du vélo d'appartement, c'est très pratique, ou les watt bike, parce qu'on est à la maison, ça correspond tout à fait au confinement, sauf que des gars qui ont l'habitude de courir pour des sports où il y a beaucoup de courses ou de sauts, il faut maintenir un aspect impact, parce que ça implique d'autres mécanismes d'entretien du conditionnement cartilagineux, osseux et même tendineux. Donc voilà, il faut penser que la facilité, la simplicité, c'est le rameur, le vélo parce qu'on fait ça à la maison, mais il faut quand même maintenir des situations avec les impacts. Il faut l'entraîner tout ce qui est cardio-respiratoire, et là encore, Olivier en parlera, mais aussi au niveau musculaire. Donc, il faut penser à entretenir les deux composantes. Et comment faire? Voilà, c'est plus du domaine d'Olivier, mais je vous souhaitais juste insister sur deux choses. C'est que faut penser à ce moment-là, nos sportifs sont toujours d'habitude dans la course à la montre, on n'a pas le temps de développer les choses de base. Et je pense qu'il y a deux choses de base qui me tiennent à cœur, c'est le gainage profond, tout ce qui est transverse abdominal, tout ce qui est dérivé des techniques de pilates, vraiment en profiter pour avoir une gainage profond très solide, parce que ça ne sollicite pas de matériel. Vous verrez bien que tout ce qui est musculature superficielle, et moi je vois chez mes rugbymen, ils ont fondu parce qu'il n'y a pas les poids habituels. Donc, on ne va pas pouvoir en tenir beaucoup. Par contre, le gainage profond est très important, et les étirements posturaux globaux. C'est l'occasion vraiment de faire des gros focus sur l'importance de faire des étirements posturaux.
Après, je vous ai juste mis comme ça pour faire réfléchir un petit peu. Il y a des choses un peu novatrices, bien que certains ils sont habitués depuis longtemps, mais l'imagerie motrice, pour des sports très techniques, arriver effectivement par l'imagerie motrice à entretenir un peu les schémas moteurs descendants. Alors, je vous ai mis le BFR pour certains qui ont accès, le Blood Flow Restriction, parce que ça permet effectivement, sans charge ou à charge légère, d'entretenir un minimum de volume musculaire, avec une petite prudence quand même, parce qu'il faut savoir le maîtriser, il ne faut pas le faire n'importe comment. Électrostimulation, and so on, enfin, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais là, je passe la parole à mes collègues, notamment Olivier. Voilà, donc moi, dans le confinement, c'est ce que je voulais dire. Assurez-vous qu'il n'y ait eu aucun symptôme. Et s'il n'y a eu aucun symptôme, voici les grandes ce que moi, je préconiserais. Allez, je prends le relais. Bon, bonjour à tous qui ont rejoint cette conférence en visio, qui me paraît super intéressante que le CREPS lance ça. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou artistique, hein. Marc l'a un peu dit, on découvre presque au jour le jour tout un tas d'informations sur le virus, donc c'est très contraignant. Je vais revenir un petit peu sur le départ. Le départ, ça a été, on nous a mis 15 jours en confinement, puis après on nous a remis 15 jours, et puis là on vient de nous mettre un mois. D'accord ? Donc là, on arrive à la 6e semaine, si je ne dis pas de bêtises. Il nous reste à peu près 2 semaines et demie. Donc, en termes de travail physique, et j'ai échangé avec beaucoup de préparateurs physiques sur le travail qu'on donnait aux athlètes, on est parti prudemment. On est parti prudemment avec du travail qui était vraiment basé sur du renforcement, souvent à poids de corps, avec du travail cardiovasculaire qui était souvent en adéquation avec l'environnement, hein, qui est vraiment différent d'un sportif à l'autre. On va avoir des gens qui ont accès à l'extérieur, on avait des gens qui étaient en appartement, on a eu l'autorisation de sortir, après avec des heures un peu restreintes, etc. Donc c'était un peu compliqué. Mais globalement, on a mis un travail qui était plutôt basé sur du renforcement à poids de corps et sur du travail de gainage et du travail de cardio. J'ai vu passer des choses, moi, sur les réseaux sociaux qui m'ont un petit peu embêté sur ça. C'était on fait du travail à haute intensité, on fait du crossfit, tout ça. Donc moi, j'ai rien contre toutes ces méthodes qu'on utilise régulièrement dans l'entraînement, hein. C'est juste que, comme l'a rappelé Marc tout à l'heure, il faut faire très attention sur la notion d'intensité, surtout qu'on ne connaît pas vraiment si on a ou pas les symptômes. Et donc aujourd'hui, faire du travail de crossfit à la maison, il faut faire un petit peu attention. Voilà, il faut mesurer les intensités et il faut mesurer les réponses à l'entraînement. Donc aujourd'hui, sur le type de travail, voilà ce qu'on avait préconisé. Maintenant, et Marc l'a bien rappelé tout à l'heure dans sa présentation, il y a des choses qu'on a oubliées pendant ce confinement. Et les choses qu'on a oubliées, c'est les tensions mécaniques qu'on pouvait mettre sur les muscles et les tendons, qui, dans des activités de puissance, d'explosivité, hein, je parle, il y a les entraîneurs de volley qui sont là, le volley, le handball, le football, etc., le rugby. Bon, ben, on a vu hein, sur des publications, sur des lockouts qu'il y a eu en NFL en 2011, etc., qu'il y a eu des soucis sur le retour sur les tendons d'Achille notamment. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se prémunir de ça en réintégrant un peu des exercices basés sur tout ce qui est neuromusculaire et tension mécanique. Voilà, donc faire des petits travails de rebond, faire des petites arrêts de fente sautée un peu pliométriques en y allant progressivement. Il ne faut pas révolutionner le contenu des entraînements, mais je pense que sur le temps qui reste là jusqu'au 11 mai, et encore une fois, le 11 mai, on ne sait pas si ça sera vraiment la date de reprise, mais jusqu'à cette date-là et peut-être encore après, remettre un petit peu dans les contenus d'entraînement des sollicitations pour éviter qu'à la reprise, même si on la fait progressive, que la charge soit trop importante. Je parle de charge en termes de volume, d'intensité, de fréquence des entraînements. On soit contraint à avoir des soucis sur les tendons et que là, ça puisse causer de gros dégâts. Je vous rappelle juste qu'une rupture de tendon, c'est long en termes de blessures, de retour de blessures. Donc voilà, je préconise qu'au moins 2 fois par semaine, on puisse remettre dans les contenus d'entraînement et de manière très progressive des sauts verticaux, mais répétés, pas très haut, puis on enchaîne, et puis le nombre de séries augmente, pour essayer de vraiment remettre un petit peu d'impact et de réentraîner un peu ce système locomoteur sur des niveaux de tension un petit peu plus supérieurs à ce qu'on a vécu pendant les premiers mois de travail qu'on a pu fournir aux athlètes. Voilà. Je pense que ça, c'était quelque chose d'important. On peut garder le travail de footing. S'il y en a qui veulent aller courir, on peut garder ces choses-là. Mais je pense que c'est intéressant qu'en tant que préparateur physique, entraîneur athlétique, on l'appelle un peu comme on veut, on puisse remettre sur des sportifs une contrainte. Voilà. Une deuxième chose, pour finir sur cet aspect confinement, je pense que ça serait pas mal qu'on fasse un bilan sur l'activité des sportifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
par expérience, on les a plus ou moins en retour, d'accord? Une fois, 2 fois par semaine, ils nous appellent. Mais je pense que ça serait pas mal de faire passer des petits questionnaires pour savoir où ils en sont, quel est le niveau, le temps passé en position assise, quel est le niveau d'activité, d'inactivité. Voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et puis peut-être, un truc tout bête, c'est de savoir un petit peu au niveau de la masse musculaire où ils en sont. Alors juste les peser, qui se pèsent, qui nous disent un peu où ils en sont. Je pense qu'on va avoir, comme l'a dit Marc tout à l'heure, des gens qui ont perdu de la masse et de la force musculaire. Et que ça aussi, ça sera à prendre en compte dans les stratégies de réentraînement. Voilà, c'était pour faire un petit peu le tour sur le côté confinement et des plans d'entraînement qui sont envoyés rigoureusement par énormément de préparateurs physiques, mais qui, je pense, on doit aujourd'hui passer un petit cap si on veut revenir assez vite et dans les meilleures conditions. Voilà. Oui, merci Olivier, c'était très clair. Donc concrètement, tu conseilles l'établissement de proposer un outil permettant d'évaluer l'état du sportif post-confinement et suivant les 4 domaines qui nous occupent aujourd'hui. En fait, je pense qu'il serait intéressant, au-delà d'envoyer des plans d'entraînement aux athlètes, qui est déjà très bien, et de les faire un petit peu évoluer en fonction d'une reprise éventuelle autour du mi-mai ou début juin, c'est de vraiment questionner les athlètes. Moi, j'ai vu sur pas mal d'athlètes et le retour de pas mal de préparateurs physiques, il y a des athlètes qui jouent le jeu, il y en a qui jouent moins le jeu. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas essayer de se cacher ou de se mentir. Il faut juste essayer de faire en sorte que les sportifs, quand ils reprennent, ils ne se pètent pas les uns après les autres parce qu'ils n'auront pas vraiment fait le programme. De toute façon, sur la charge d'entraînement, sur le volume d'entraînement, on sera vraiment en dessous de la pratique normale. Donc aujourd'hui, il faut vraiment essayer de faire un état des lieux des sportifs. Et quand on aura fait l'état des lieux des sportifs sur ce qu'ils font à peu près de leur journée, ben, ça serait pas mal à partir de ce questionnaire, de rétablir et de manière très individuelle, ou en tout cas le plus individuellement possible, la reprise avant la saison prochaine. Voilà. Ouais, si tu peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier, effectivement, de bien dissocier ce qu'on a demandé de faire et ce qu'ils ont réellement fait, et d'enlever cette culpabilité, parce que certains n'ont pas pu le faire. Il faut leur expliquer que ce n'est pas pour les juger, leur dire vous n'avez rien foutu pendant le confinement, c'est uniquement pour pas qu'ils se pètent après, et bien leur mettre ce focus sur le risque de blessure après. Et voilà, on n'est pas là pour les fliquer, mais on est juste là pour quantifier réellement sur les 2 semaines qui précèdent ce qu'ils ont fait pour que, bon, c'est le rapport de charge aiguë, charge chronique, ça c'est du détail que tu connais mieux que moi, mais voilà, il faut vraiment les déculpabiliser là-dessus, leur dire voilà, c'est pas pour vous engueuler, mais si vous ne le faites pas, c'est vraiment derrière, vous prenez un risque et vous jouez en jeu là-dessus. Ouais, complètement d'accord avec toi. C'est vraiment pour eux, on est là pour eux, mais il faut qu'on ait le plus d'informations possible. Et pour ça, il faut de l'honnêteté dans la réponse au questionnaire. C'est pour ça que je pense qu'un questionnaire vraiment individuel, en retour individuel, ça peut être très, très intéressant pour pouvoir faire le point et ajuster les contenus d'entraînement à la. Ok, merci Olivier. Il y a une question de Marc Francastel qui te demande si tu as des questionnaires types pour ce qui te concerne. Super intéressant pour récupérer les gars. Alors, je suis en train de travailler sur un questionnaire. Alors, il y a des questionnaires, mais sur différents champs d'intervention. Donc là, je suis en train de travailler sur un questionnaire à partir de différents outils pour pouvoir justement essayer de faire le tour des composantes qui me paraissent essentielles. Moi, je n'en ai pas trouvé des questionnaires type qui balayent l'ensemble des champs. Bien, merci Olivier. On va faire le lien maintenant avec l'accompagnement alimentaire nutritionnel à distance. Thomas, tu veux bien prendre le relais, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ça va faire effectivement suite à ce qu'on a vu avec Olivier à l'instant et le petit point de Marc aussi. Donc là, on est dans une période où le sportif a eu, je pense que Philippe en parlera aussi, beaucoup de changements dans son quotidien, ce qui a pu en déstabiliser beaucoup. Et ce que j'ai retrouvé, moi, dans pas mal d'accompagnements de sportifs, c'est une différenciation dans les phases depuis le début du confinement. C'est-à-dire que les 2 premières semaines, on avait un quotidien complètement chamboulé, on n'avait pas vraiment de visibilité. Même si on se doutait que ça serait plus que 2 semaines, on ne pouvait pas vraiment construire par rapport à ça. Et le sportif a pu se retrouver assez démuni par rapport à cette situation. Donc, on a eu des comportements qui ont pu évoluer, les sportifs qui s'entraînaient beaucoup moins, d'autres qui avaient plus de temps libre, etc. Et du coup, beaucoup de déstabilisation. Après semaine 3, 4 et jusqu'à maintenant, les sportifs ont vraiment trouvé leur nouveau rythme, leurs nouvelles habitudes de vie avec ce confinement, avec aussi un changement dans les heures de sommeil, dans la durée de sommeil aussi sur la journée, ce qui joue dans l'ensemble de l'hygiène de vie, dans l'activité physique et l'entraînement, comme le disait Olivier. Mais on commence à avoir une stabilité par rapport à ça. Donc, ce qui va être important, c'est qu'il reste quand même 2 semaines et demie, peut-être un peu plus pour certains sportifs. On va voir aussi en fonction des conditions.
Donc, il faudra essayer de limiter les erreurs et d'aller dans le sens de ce que disait Olivier, c'est que pour beaucoup, l'objectif, c'était de ne pas perdre trop de masse musculaire, avec les moyens du bord en termes d'entraînement, bien entendu. Pour d'autres, c'était de ne pas prendre trop de masse grasse. Et pour certains, c'était même les deux, de ne pas perdre trop de masse musculaire et de ne pas prendre trop de masse grasse conjointement, parce qu'après, au retour à l'entraînement, forcément, ça va être problématique, avec les risques, comme le disait Olivier. Si on a une perte de masse musculaire et une prise de masse graisse, sur les articulations, sur les tendons, ça ne va pas effectuer les mêmes contraintes. Donc là, l'objectif des sportifs, c'est d'essayer de gérer ça par l'alimentation, dans un contexte qui peut être aussi stressant et très déstabilisant, donc avec des notions de pulsion ou autre. Ce qui est important à gérer dans cette période-là, c'est aussi les émotions et les sensations, du coup, d'essayer de faire en sorte que le sportif se sente un petit peu sur ce qu'il ressent au quotidien pour déjà formaliser un petit peu ce qu'il ressent et pas juste être dans des actes compulsifs, si possible. Savoir gérer aussi des nouvelles choses, c'est-à-dire que je m'entraîne 2 ou 3 fois moins qu'avant, pas aux mêmes intensités, donc j'ai besoin de moins consommer, j'ai besoin de moins manger au repas, peut-être moins de repas dans la journée aussi. Ça, c'est à voir. Donc, on a toutes ces notions qui sont assez complexes et avec vraiment l'impact du stress et de la situation pour les sportifs qui a pu être pour certains très oppressante. Et en plus, alimentation qui va jouer du coup sur le sommeil. Certains avaient vraiment du mal à trouver le sommeil par la situation, parce qu'ils étaient un peu démunis face à leur avenir, face aux compétitions qui étaient normalement programmées pour toute l'année avec de gros objectifs à venir. Donc ça, c'est vraiment une notion importante, essayer de faire en sorte que le sportif se sente vraiment sur ce que son corps lui envoie comme message, essayer de les accepter et de les gérer après au mieux. Après, pour certains, ça a été l'occasion aussi de changer un peu leurs habitudes et de passer du temps à préparer leur repas, à anticiper aussi cette construction, organisation dans la semaine, avec des contraintes, c'est-à-dire faire ses courses. Il y a des endroits où c'était problématique, il n'y avait pas toutes les denrées. Donc, il y a eu des solutions de livraison, de choses assez locales. Ça, c'est un point plutôt positif. Et des sportifs qui ont passé plus de temps en cuisine, qui ont pris peut-être goût à préparer plus facilement des repas, même des choses très simples. Et ça serait intéressant d'essayer de le répercuter à l'avenir, de voir que ça ne prend pas forcément beaucoup de temps de préparer des choses simples au quotidien. Ça peut être un point positif, on va dire, un peu du confinement. Un autre petit point aussi, c'est que c'est important dans cette période-là, du coup, d'adapter clairement son alimentation à sa nouvelle activité. De ne pas se leurrer sur le fait qu'on est chez nous, on marche beaucoup moins, on passe certainement beaucoup moins de temps debout pour la plupart d'entre nous. Donc, la dépense énergétique, même si on maintient 1 ou 2 séances par jour pour certains sportifs, parfois un peu plus, la dépense énergétique, ne serait-ce que par les petits déplacements du quotidien, le fait de marcher, d'aller à son lieu d'entraînement, etc., ça fait chuter aussi pas mal l'activité générale. Donc ça, c'est quand même important à prendre en compte pour les apports énergétiques totaux dans les apports alimentaires des sportifs. Et un dernier point qui va rejoindre un petit peu l'aspect santé, donc ce que nous a dit Marc, c'est qu'il faut faire attention aussi à certains sportifs qui vont être tentés de se complémenter beaucoup actuellement en pensant qu'ils vont manquer de certaines vitamines, de certains minéraux parce qu'ils ne peuvent pas manger exactement comme ils veulent. Donc attention à ça, ça ne se fait toujours pas n'importe comment. On demande conseil à votre médecin nutritionniste, médecin du sport ou diététicien pour avoir vraiment une complémentation adaptée à vos besoins sur bilan biologique ou sur analyse de vos habitudes. Notamment, j'ai vu des choses passer sur la vitamine D qui me semblaient assez aberrantes. Dans la région, là, on peut facilement s'exposer. Bon, on a eu quelques jours de pluie, mais en temps normal, là, on a quand même eu de belles journées. 15-20 minutes au soleil en dehors des heures les plus chaudes, même si actuellement, il y a peu de risque de coups de soleil, en fonction forcément des peaux de chacun. Mais on fait attention à la complémentation, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas à faire n'importe comment. Oui, merci. Mais concrètement, comment fais-tu pour accompagner tes sportifs à distance comme cela? Est-ce que tu fais comme un certain nombre de diètes dans les clubs pro qui demandent à photographier le plat pour validation en amont? Comment fais-tu? Je m'adapte un peu à chaque sportif parce qu'il y a des sportifs qui vont trouver ça assez invasif, qui vont avoir du mal à le faire. Ça donne toujours des enseignements, mais sinon, c'est beaucoup par l'échange. Essayer de comprendre au mieux du coup ce que ressent notre sportif, ce qu'il vit actuellement. Donc en fait, concrètement, les 2 premières semaines, j'avais énormément d'échanges avec les sportifs parce qu'ils étaient en demande, parce qu'ils avaient besoin de cet accompagnement-là pour adapter leur nouvelle routine, leur nouveau rythme de vie à cette situation.
Et après, petit à petit, là, comme je travaille beaucoup dans l'éducation nutritionnelle, donc l'objectif, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible à terme, même si là, dans une situation aussi exceptionnelle que ça, c'est pas possible. C'était de les responsabiliser, de voir un petit peu comment ils géraient aussi, leur laisser certaines libertés pour voir comment ils s'adaptaient et les accompagner dès que besoin par rapport à ça. Mais il fallait beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues pour les accompagner et cerner aussi leurs problématiques. Parce que d'un sportif à l'autre, c'était très variable. Oui, Jocelyn, sur le chat, nous évoque un phénomène de lassitude qui commence à arriver, et notamment sur les plus jeunes avec des phénomènes de déclignotage. Donc, pour ces plus jeunes-là, est-ce qu'il faut aller au-delà d'une simple responsabilisation? Oui, si possible. Dans les plus jeunes, si on peut essayer d'avoir pas mal d'échanges aussi avec les parents ou les responsables, parce que s'ils sont mineurs, souvent, ils ne vivent pas seuls. Et essayer de les accompagner aussi, parce que ce sont eux qui sont souvent décisionnaires de quoi acheter, de quoi préparer, etc. Et si chez le sportif, il y a effectivement beaucoup de grignotage, d'actes alimentaires un peu compulsifs, on va essayer de cerner la raison. Est-ce que c'est par inquiétude? Est-ce que c'est par ennui? Et d'essayer de faire en sorte que le sportif aussi sache l'identifier, ça. Et comme ça, s'il arrive à l'identifier, il saura se dire, bon, ben là, c'est parce que je m'ennuie, donc j'ai peut-être une solution, je peux peut-être trouver une occupation qui va me permettre de passer outre. Est-ce que j'ai vraiment faim? À ce moment-là, ça sera justifié de consommer quelque chose. Ou est-ce que c'est aussi une envie? Et à ce moment-là, si c'est seulement ponctuel, ça ne sera pas problématique. Mais si c'est 3 fois par jour, ça sera autre chose. Okay. La difficulté, si je peux réagir là-dessus, par rapport à ce grignotage, c'est qu'on voit quand même, et on en fait tous l'expérience, c'est que les moments des repas, par exemple, sont des moments qui sont devenus hyper importants puisqu'on a de moins en moins de satisfaction. Et ce qui fait que le repas, la qualité de ce qu'on mange et des fois la quantité en étant des choses un petit peu de gourmandise, ça a aussi une fonction de colmatage par rapport au stress, à l'angoisse, à l'emmerdement, puisqu'il y a des gens qui s'ennuient aussi. Et évidemment au stress dans lequel nous sommes tous, quoi. Donc, pour des raisons d'esthétique et d'hygiène, en effet, ce serait bien que les sportifs arrivent à manger en secret, à faire plus attention, mais en même temps, n'oublions pas que ça a quand même une vraie fonction au niveau psychologique, tout ça. Oui, il ne faut pas restreindre de façon drastique en disant vous n'avez pas besoin, vous ne mangez pas entre les repas. C'est pour ça qu'il faut essayer d'identifier, comme le disait Philippe, les raisons, parce que c'est une façon aussi d'évacuer du stress, c'est une façon de passer un moment plaisant et agréable. Donc, il faut essayer de gérer ça au mieux. Oui, merci Thomas. Nous avons quelques collègues qui réagissent et qui évoquent le phénomène des écrans, qui est une donnée importante. Comment le repérer? Comment le diagnostiquer? C'est pour ça que le questionnaire il va être important, parce que ça va dépendre de l'environnement dans lequel ils évoluent, quoi. Parce que le confinement, il n'est pas égal pour tout le monde, quoi. Et qu'aujourd'hui, quand tu as la chance d'avoir une maison, un peu de terrain et un peu d'espace, moi j'ai des collègues, leurs enfants, ils sont constamment dehors. Donc ça pose pas moins de soucis, quoi. Maintenant, quand tu te retrouves dans un appartement pas très grand et qu'ils sont 4 ou 5 dedans et que c'est compliqué à sortir, bon, ben là, c'est pas la même chose. Et donc là, ils vont se réfugier derrière les consoles de jeux, la télévision, le téléphone, etc., etc. Donc vraiment, je pense qu'à la base, il faut vraiment entendre que le confinement, il n'est pas égal pour tout le monde, quoi. Et là, il va falloir vraiment décortiquer. C'est pour ça que je pense qu'un questionnaire, ça me paraît, moi, vraiment indispensable pour essayer de cerner ce qu'a vécu notre jeune sportif ou le sportif, pour savoir dans quelle disposition il va se trouver à la reprise, quoi. Voilà, tout simplement, parce qu'on n'est pas tous égaux sur ces 6 semaines, voire 8 semaines de confinement. Voilà. Ouais, il faudra être relativement bienveillant par rapport à ça au niveau alimentation aussi, parce que comme le disait Olivier, dans un appartement, dans une grande ville, à Montpellier ou dans une région parisienne, dans la région parisienne ou à la campagne, moi j'ai des triathlètes qui sont en pleine campagne actuellement, qui sont les plus heureux, et d'autres qui sont en appartement où là ça devient compliqué. Donc essayer d'accepter ça, d'évaluer, comme il le disait, sur l'aspect physique comme sur l'aspect alimentaire, l'état de situation de notre sportif et sur l'aspect psychologique aussi, j'imagine, Philippe, pour cerner où en est le sportif et essayer de progresser petit à petit par rapport à cette situation et de l'amener vers un mieux-être par rapport à tout ça. Merci Thomas. Justement, on va passer la main à Philippe. Donc Philippe, quel est l'impact psychologique de ce confinement? Donc, comme je disais tout à l'heure, là, si on repositionne les choses par rapport au confinement, on est dedans. Et pour moi, après le 11, on va y rester. On sera juste confiné un petit peu différemment.
Alors, je précise ce point parce que c'est vraiment important pour, notamment pour les jeunes qui, eux, voient la vie en blanc ou en noir, et les entre-deux, ils ont beaucoup de mal. Hein, et du coup, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, hein, de faire en sorte de les maintenir dans cet entre-deux, même après le 11 mai, parce que sinon, on va avoir des sportifs, hein, qui vont faire ce que redoutent Marc et Olivier, qui vont se jeter sur l'activité sportive, comme si tout allait repartir à bloc, quoi. Alors qu'en fait, ce n'est absolument pas possible. Alors moi, ce que j'ai repéré là depuis bientôt 6 semaines, parce qu'on va terminer notre 6e semaine de confinement, hein, en effet, les 2 premières semaines, ça a été plutôt facile, puisque ça faisait pour beaucoup de sportifs un petit peu des vacances. Certains, c'était des vacances. En plus, on a eu la chance pendant 2 semaines qu'il fasse très beau, notamment vers Montpellier. Et donc, un peu de vacances, une situation assez cocasse, hein, parce que vraiment inhabituelle. En plus, il n'y avait pas trop de victimes. Et puis après, les choses ont commencé à se compliquer, puisque je trouve que les semaines les plus difficiles ont été les semaines 3 et 4, un petit peu 5, hein, je dis ça de manière schématique, hein, parce que là, il a fallu vraiment rentrer dans le confinement, et les gens ont commencé à mesurer comment c'était compliqué de rester chez soi et de ne pas pouvoir sortir, même quand on a un jardin, même si évidemment ça majore encore plus les effets quand on a un appartement et qu'on ne peut pas sortir. Et puis après, comment dire, après cette période difficile, il semblerait qu'il y ait une espèce d'adaptation qui se fasse. Et alors cette adaptation, il faut la prendre, il me semble, vraiment avec des pincettes, parce qu'elle peut traduire plein de choses. Hein, je pense qu'il y a des gens qui vont bien, tout simplement, hein, qui sont bien équilibrés, bien structurés, sûrement bien entourés par rapport à des gens qui sont seuls, et notamment en appartement. Mais ce relatif bien-être peut aussi exprimer un certain déni pour certains, hein, qui veut dire que ils seront pas touchés par le virus, parce qu'il veut dire aussi que finalement tout va bien, mais il se cache un petit peu la vérité pour certains, et d'autres carrément, je pense, qui mettent aussi des mécanismes de défense, puisque le confinement a un côté positif, au moins psychologiquement, c'est qu'on est tous à l'abri de quelque chose. Et je ne parle pas que du virus. Hein. On est tous dans une espèce de nid à la maison ou l'appartement, et du coup on est contenu, on n'est plus confronté à la violence ou l'exigence du monde extérieur, où chacun doit trouver sa place, où chacun y joue quelque chose, hein, et le rapport à l'autre, du coup, est bien moindre, même si évidemment il manque. Hein. Alors, il me semble que ce que l'on doit retenir là, au niveau du confinement, et en tant qu'entraîneur, là où vous devez être vigilant, hein, il y a un certain nombre d'indicateurs du mal-être. Donc, ça a été évoqué par Thomas là, par rapport à l'alimentation. C'est vrai que l'alimentation dit beaucoup de choses, hein, si ce n'est que c'est à modérer quand même, parce que, comme je vous disais juste avant, on est quand même dans une période où on est très éprouvé psychologiquement, même si on le ressent plus ou moins, hein, et les moments de satisfaction, de joie, ils ne sont pas si nombreux que ça. Hein, il y a des moments de tranquillité, mais vraiment les moments où on est pleinement satisfait, on le voit dans beaucoup de familles, les moments des repas restent très importants et très festifs. Autre indicateur à avoir en tête, c'est par rapport au sommeil, en effet, puisque bien entendu, il y a des gens qui dorment moins bien parce qu'ils ont moins d'activité physique que d'habitude, mais les troubles du sommeil dont je parle sont plus aigus que ça. Hein, il y a des gens, je vois, il y a des gens, soit ils passent leur temps à dormir, donc c'est quand même des symptômes, c'est un petit peu de déprime, soit des gens qui dorment de moins en moins. Alors, il y a plein de raisons à ça, hein. Sûrement les écrans est aussi une raison qui font que les gens dorment de moins en moins pour certains, mais c'est quand même aussi un symptôme de mécanisme de défense qu'ils mettent en place, où il faut faire un peu attention. Et puis, il y a également les troubles de l'humeur. Hein, il y a des gens qui ont des humeurs qui vacillent, hein, avec soit des gens qui s'énervent de plus en plus vite, soit des gens qui ont des larmes qui arrivent plus facilement. Voilà, soit des gens, et là aussi je me méfie tout le temps, qui sont dans une espèce de béatitude. Hein, vous voyez, tout est normal, tout est tranquille. Hein. Alors, il y a des différences à faire en fonction des âges. Je repère que plus les jeunes sont jeunes, et mieux ils semblent vivre le confinement. Hein. Et à l'inverse, plus ils grandissent, donc en étant de grands ados ou de jeunes adultes, pour après être dans des gens qui sont vraiment adultes, là aussi ça dépend des conditions dans lesquelles ils sont confinés. Mais plus ils vieillissent et plus ça semble difficile. Donc là aussi, c'est une tendance. Hein, je ne vais pas en faire une généralité.
Au niveau de l'accompagnement aussi de la part des entraîneurs, alors globalement, je trouve que c'est fait tout ça. Les entraîneurs restent bien en lien avec les sportifs. Après, ce qui fonctionne bien, je trouve, c'est tous ces entraîneurs qui font des visios avec les sportifs, c'est-à-dire qui maintiennent l'entraînement en visio. Du coup, ça rythme la journée et ça donne un niveau d'exigence un peu plus important aux sportifs. Et en plus de ça, ça maintient le lien. Donc ça me paraît vraiment être une bonne chose. Et puis la chose peut-être la plus importante, donc ça a été dit en d'autres termes, et donc avec mes mots à moi, je dirais que les objectifs que vous devez fixer à vos sportifs ne sont plus des objectifs de performance, mais plutôt des objectifs d'entretien. Pour faire en sorte que tous ces sportifs qui sont déjà dans les starting blocks, qui sont prêts à partir, quand la porte sera ouverte, qu'ils entendent bien que c'est pas la finalité. Là, il faut falloir qu'ils se remettent tranquillement et que vous puissiez vraiment les canaliser en faisant en sorte que même s'ils sont pas calés, même s'ils sont pas prêts pour être performants tout de suite, c'est pas fondamental. Alors ce message s'adresse aussi en particulier à tous ces jeunes là qui est aussi une cause de stress, qui sont en attente d'être sélectionnés ou d'être plutôt évalués pour entrer en pôle France, en pôle espoir, en centre de formation. Il y en a certains qui attendent de sortir du confinement pour montrer ce dont ils sont capables. Et ceux-là auront encore plus de mal à entendre qu'il faut y aller tranquillement. Voilà, dernière chose concernant le confinement. Depuis le début donc, du confinement, avec l'autre psy du CREPS, Séverine, on suit tous les sportifs. Donc, pas tous, mais presque ont été appelés. Et on fait un point régulier avec eux. Donc, on a fait un point régulier avec eux quand ils sont appelés. On se met évidemment à leur disposition, même s'ils nous connaissent déjà depuis le début de l'année. Donc, certains ont maintenu le lien dès le début du confinement. Voilà. Et d'autres ont fait des demandes justement pour être accompagnés quand ils vont pas très bien. Si le confinement devait durer et qu'on ne puisse pas rencontrer à nouveau ces sportifs au sein du CREPS à la reprise, donc qu'elle soit en mai ou en juin, ils seront rappelés une deuxième fois pour avoir une nouvelle évaluation, une nouvelle photographie de là où ils en sont. Voilà. S'ils peuvent être vus, ils seront vus, bien entendu, dans les locaux du CREPS. Merci Philippe. Une remarque de la part de Jocelyn qui évoque la mise en place d'un certain nombre de routines de la part des sportifs et cela s'avère être un peu assez structurant au final pour certains. Est-ce qu'il faut que les entraîneurs suscitent la mise en place de routines? Les routines pour les sportifs qui ont souvent des fonctionnements un petit peu ou beaucoup pour certains obsessionnels, c'est aussi beaucoup le profil des sportifs, ça. Souvent les sportifs au niveau des profils de personnalité, il y a souvent deux extrêmes. Il y a les obsessionnels, il y en a un paquet, et puis après il y en a qui font les choses au tout venant, un petit peu à l'instinct. Alors ceux-là ont encore plus besoin que les premiers d'être dans des routines, c'est bien de les tenir un peu, mais dans tous les cas les routines ont toujours un effet structurant pour les gens. Voilà, donc c'est bien en effet de maintenir des routines, et c'est pour ça que ça me paraît bien de pouvoir accompagner les sportifs, si c'est possible, en visio pendant les séances d'entraînement, voire dans quelques séances, peut-être pas dans toutes, pour que justement certaines routines qui ont déjà été mises en place durant les entraînements soient respectées, puisque ça a quand même un effet important. Alors, en même temps, franchement, je pense que les jeunes, ils ont été questionnés quand on les a eu au téléphone sur l'organisation de leur journée. Ils ont organisé des routines, mais c'est souvent évidemment des routines qui leur vont très bien. C'est une routine de se lever à 10h ou 11h, et puis de prendre son petit-déj, et puis d'être 1 heure sur l'écran, d'aller manger et de rester sur un écran pendant 2 heures, et puis après de faire rapidement le travail du préparateur physique, de prendre une douche et puis de se remettre sur un écran. Il y a des gens, ils sont très organisés, très rythmés. Après, le contenu de la routine peut être un peu discutable. Quand même. Autre question, je salue la présence de Stéphane Lesfargue, DTN de baseball, qui nous évoque une situation, celle de ces jeunes baseballeurs qui peuvent être en situation d'arrêt pour 16 mois. Comment accompagner cette déception et cette frustration? J'ai envie de dire comment on peut. C'est-à-dire qu'en effet, rester 16 mois sans compétition, alors on va dire compétition officielle, puisque j'imagine après que
tous vont organiser des compétitions, des matchs amicaux, hein, des choses qui vont venir ponctuer et rythmer la reprise de la saison. Hein. Là, hier, vous avez dû voir que les championnats d'Europe de l'athlétisme en France ont été annulés. Hein, donc, d'après ce que j'ai compris, il y a peut-être une saison blanche qui se dessine. Je crois que les championnats de France sont toujours maintenus, mais ce n'est pas sûr qu'ils aient lieu. Ce qui ferait aussi une saison pas très longue pour les athlètes. Ça va être difficile, ça va être extrêmement difficile. Le tout, là aussi, c'est de pouvoir fixer des objectifs aux sportifs. Même si la saison risque d'être sans compétition, il faut quand même leur fixer des objectifs intermédiaires qui puissent les tenir. Mais je reconnais que c'est assez compliqué, et notamment pour les plus jeunes qui ont tout le temps besoin de stimulation, la stimulation de la compétition notamment. Bien, merci beaucoup Philippe. Le temps passe très vite même. Donc nous allons passer sur la deuxième partie, le déconfinement. Donc Marc, si tu veux reprendre le relais. Oui, bonjour. Donc oui, je vais vous remettre 2 diapos pour justement étayer un peu cette question épineuse, parce que là, encore plus que sur le confinement, sur le déconfinement, on marche vraiment sur des œufs. Vous l'avez vu, la ministre des Sports s'est positionnée, il y a eu des levées de boucliers, donc on a encore reçu un texte officieux que JC nous a fait passer. Donc ça, tout se structure, je pense, d'ici le 28 avril, fin du mois d'avril, on aura quand même des positions plus certaines. Aujourd'hui, on va vous avancer certains éléments de réflexion. Ne le prenez pas quand même pour argent comptant, mais c'est ce qui sous-tend la position définitive qui sera dictée. Il y a aussi un webinaire de l'INSEP, je crois, qui est organisé la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu le reliras, qui est un peu dans le même principe que le nôtre. Peut-être qu'il y aura un peu plus d'éléments, donc je vous invite effectivement à vous y connecter si ça vous intéresse. Olivier, je crois que tu y es aussi. Olivier participe. De bonne qualité. Et voilà, je vais vous mettre juste ce petit support pour terminer un peu mon intervention, et puis on va continuer à échanger là-dessus. Donc effectivement, on avait vu pendant le confinement, donc là je finis, et maintenant on va faire au moment du déconfinement. C'est là qu'au niveau médical, on a encore plus, à mon avis, d'importance, parce que c'est toujours la même question quand même. Vous voyez, c'est Covid-19, oui ou non, est-ce qu'on l'a eu ou pas? Alors, on a parlé des formes asymptomatiques, donc qu'il faut protéger pendant le confinement. Maintenant, on va sortir du confinement. Si votre sujet a eu, votre sportif a eu des signes évidents ou une suspicion, là, il n'y a pas de question. Il faut qu'il consulte un médecin du sport, cardiologue, mais il faut qu'il y ait un bilan complet. Il n'y a pas de reprise, qu'elle soit cardio-pulmonaire ou locomotrice, tant qu'il n'y a pas eu ce bilan. Maintenant, on va arriver dans une situation plus complexe, où il y a, a priori, tout s'est bien passé. Les 4, 6, 8 semaines de confinement ont été sans épisodes infectieux, en tout cas identifiés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là que je vais vous donner une réponse, à mon sens, qui n'engage que moi, mais qui, j'espère, ressemblera un petit peu à ce qui sera proposé. C'est déjà, on parle des sportifs de haut niveau aujourd'hui, parce que vous avez vu que la ministre a dit, le 11 mai, on doit pouvoir courir, marcher, faire du vélo, nager normalement. Normalement, pour le sportif lambda, ça veut dire de haute intensité, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ça pose des questions sur le sportif tout venant, amateur, on en parlera. Moi, dans le sportif de haut niveau, à mon avis, il y aura une consultation médicale, pour moi, les conseillers, au moment avant la reprise. Alors, quel est l'objectif de cette consultation médicale? Il y aura surtout un interrogatoire pour aller rechercher des petits signes, parce que c'est bien beau de dire est-ce que vous avez des antécédents ou des signes d'infection, mais nous, on sait médicalement qu'il y a des petits signes parfois surprenants qui peuvent orienter. Donc, il y aura une grosse consultation, surtout avec un interrogatoire très poussé. Il y aura a priori un ECG de repos, des électrocardiogrammes, ce qu'on recommande, mais bon, ça, c'est pas encore validé. Donc, il y aura un minimum à faire. Après, le contenu sera détaillé sur une épreuve d'effort, un écho-cœur, tout ça, je ne peux pas vous le dire, mais je pense qu'il y aura un passage pour les sportifs de haut niveau sur un avis médical. Et puis après, derrière, une fois qu'on aura éliminé effectivement un antécédent de Covid, au niveau cardio-pulmonaire, on va être prudent au départ, effectivement, sur la reprise cardiaque, parce que même s'ils ont entretenu leurs conditions physiques, Olivier en parlera encore, il faut être prudent. Ça, c'est le rôle des prépas physiques. Toujours, là, je passerai la parole à Olivier. Et attention, on va dans une condition quand même de chaleur, l'été va arriver, donc là aussi, il faudra prendre en compte. Sur le locomoteur, vraiment, le plus important, c'est cette notion de progressivité. Et alors, de par mon expérience de médecin éducateur, médecin du sport, j'ai l'impression que l'adaptation à la charge d'entraînement au niveau locomoteur est beaucoup plus lente qu'au niveau cardio-respiratoire.
ce qui peut se produire en 4, 6, 8 semaines, 4-6 semaines du cardio-respiratoire, mais plus de temps au niveau ostéo-articulaire. Et surtout, l'impact du déconditionnement, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, ils n'ont pas tous pu faire la même chose, pas tous pu courir. Donc, vraiment, faire attention sur la progressivité. Et comme disait aussi Philippe, ils vont tous être dans leur tête, c'est bon, on lève, c'est on-off. On lève le confinement, donc on est à fond, on y va. Alors là, il va y avoir… Et vous, entraîneur, vous avez un rôle hyper, hyper important pour canaliser ces jeunes qui vont arriver pleins d'énergie et qu'il va falloir vraiment maîtriser là-dessus parce que le risque cardiaque, bon, il est très minime, hein, on ne va pas se faire peur, mais le risque osso-articulaire, il est vraiment présent. Et ça, tu disais effectivement, Olivier, tendon d'Achille, nous, on en a un qui s'est pété même période l'année dernière et revient à peine au rugby. Hein. C'est quasiment un an des fois, donc entre 9 mois à un an. Donc c'est long, c'est derrière. Donc il faut vraiment, vous avez un rôle primordial, vous, entraîneur, éducateur, pour gérer les athlètes parce que ils comprennent, comme la ministre qui a dit 11 mai, on peut faire de l'activité physique normale. C'est questionnant, en tout cas sur le sport de haut niveau. Donc voilà, pour terminer, juste pour avoir en tête comment ça devrait se dérouler quand même la reprise d'entraînement, il y a des conditions préalables et là, vous devrez avoir un rôle très important et je pense que vous commencez à y réfléchir déjà. La première, ça ne vous appartient pas et ça ne vous appartient pas non plus, c'est le gouvernement qui va autoriser. Donc déjà, ça a été fait en partie le 11 mai. Donc la date est à peu près dégagée, mais on va voir encore si on peut ouvrir les crêpes et compagnie. Donc là, le gouvernement doit se positionner, c'est minimum. Après, il y a des réalisations de tests médicaux. Donc je vais commencer à vous en parler. On va définir précisément le contenu. Donc tout ça devra être fait. Dans le monde idéal, certains clubs pro essaient d'anticiper la date du 11 mai quand on connaîtra les tests. Sinon, on le fera à partir du 11 mai. On n'est pas dans une course à l'échalote. Toutes les compétitions vont être reportées. Donc, voilà, il faudra faire tous ces tests médicaux. Mais là encore, on est un peu dans l'inconnu. On n'a pas le contenu. Et surtout, cette troisième phase, et là, je pense que j'attire votre attention à tous, c'est aménager les conditions de pratique sportive parce que le Covid ne va pas disparaître quand on va retourner sur le terrain. On va vivre avec le Covid pendant 2, 3, 6 mois, 1 an, certaines dizaines d'années et demi. Donc, pendant toute cette période-là, il va falloir modifier. En gros, il faut les athlètes, c'est des patients, c'est des citoyens lambda qu'on met dans le milieu sportif. Donc, toutes les mesures de distanciation, de barrières, il faut essayer de les transposer. Alors, moi, je m'occupe de rugby, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir tout appliquer, mais il faut faire un effort pour transposer au mieux ces barrières de sécurité par rapport à la diffusion du virus au sein même de notre pratique. Ça commence donc sur le terrain, certes, mais aussi le vestiaire, mais aussi les réunions, mais aussi l'alimentation. Donc, imaginez toute stratégie, les soins kinés aussi. Donc, nous, tous les clubs de rugby, on y travaille, mais je sais que tous les clubs aussi, et vous, dans vos centres, commencez à imaginer comment je vais pouvoir vivre pendant 6 mois, 1 an, avec des conditions, avec un port du masque qui peut être nécessaire, avec l'impossibilité d'être à plus de 3 ou 4 dans une même salle, avec nécessité d'ouvrir au maximum les salles de muscu, nous, à tout mettre en plein air, il faut oublier de parler là. Donc, c'est vraiment chacun dans son métier au sein de l'environnement sportif doit réfléchir comment je vais adapter ma pratique quotidienne pour pouvoir appliquer ces mesures barrières. Et enfin, le dernier, et ça c'est purement médical, je ne parlerai pas trop, mais il faut qu'on définisse clairement comment on va gérer ces cas de contamination possibles à venir et plus que possible, très probable, parce qu'on va avoir des cas. À partir de cas, on isole un cas, à partir de cas, on isole toute l'équipe, 2, 3 cas, on fait un cluster. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être définies aussi pour qu'on apprenne à gérer dans les semaines, mois qui vont venir, cette vie qui va être différente de la vie actuelle. Alors, je reprends un peu ce qu'a dit tout à l'heure Thomas, et je trouvais ça très, très intéressant. Il faut faire de toute contrainte peut-être une opportunité. Et donc, ça va nous obliger à changer nos habitudes alimentaires. Il a dit, c'est peut-être une bonne chose. Et là, ça va nous obliger à changer notre pratique d'entraînement, mais peut-être qu'il y aurait des bonnes choses aussi. Donc, il faut positiver, on a le temps, il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça. Mais aujourd'hui, on est sur quelque chose qui va durer. Et il faut vraiment faire un changement de paradigme dans notre approche de l'entraînement collectif et pour intégrer tout ça et pourquoi pas améliorer encore la qualité de notre entraînement et de ce qu'on propose. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous donner comme cadre médical de ce qu'on peut imaginer pour le déconfinement. Merci Marc. Alors, je relève 2 questions. La première, Lacène, qui demande si les sportifs de haut niveau seront prioritaires. Alors oui, je vais répondre tout de suite. Oui, effectivement, ils resteront prioritaires. C'est un travail quotidien avec le centre hospitalier La Péronie à Montpellier, qui est notre partenaire. Et une deuxième question de Serge, qui est le coordonnateur du futur pôle France de BMX Freestyle à Montpellier,
qui pose la question du port du masque dans le cadre de la pratique, le port du masque permanent. Marc? Alors, moi, effectivement, nous, au niveau du rugby, on y pense, hein. On y pense. Donc, le rugby, c'est quand même aussi un sport où il y a des contacts. Alors, peut-être certaines phases, on sera obligé d'abandonner, mais tout ce qui est la musculation, tout ce qui est séance de prépa physique en plein air, mais même, et l'idée du masque, en fait, évoluer un petit peu. C'est un rôle de protection, certes, pour pas qu'on envoie de la salive, des gouttelettes et qu'on en reçoive, mais c'est aussi un rôle d'éviter qu'on mette la main à la bouche en permanence. Faites le test un jour chez vous. Mettez-vous un masque en papier et comptez le nombre de fois que vous avez touché un masque dans la journée. Et vous allez vous rendre compte qu'inconsciemment, on met la main à la bouche très fréquemment. Donc, ce masque qui va peut-être être allégé pour qu'on puisse courir avec, parce que sinon, si c'est vraiment isolant en termes de bactérien, enfin viral, on aura du mal à s'entraîner avec. Mais il aura une autre fonction qui est d'éviter de multiplier les apports directs dans la sphère oropharyngée. Donc voilà, mais ça reste que des hypothèses, encore une fois, mais c'est possible, hein. C'est possible qu'on conseille fortement d'utiliser des masques. Alors, quel type de masque, ça encore, peut-être qu'Olivier en parlera, il y a toute une réflexion qui peut être du masque le plus extrême au plus léger, mais il y a une fonction minimale. La fonction idéale, c'est la barrière complète, la fonction minimale, c'est éviter qu'on mette toujours les mains à la bouche. Oui, nouvelle question de Anne qui se demande s'il y a un sujet piscine. Ben, j'imagine, Madame la ministre, si je me trompe, vient de natation, donc je pense sur un sujet. Et là, honnêtement, moi, je ne suis pas bien passé pour en parler. En tout cas, du vestiaire, oui. En tout cas, on sait aujourd'hui que les vestiaires, les douches, c'est les choses le plus il y a des aérosols de gouttelettes. Et donc, aujourd'hui, c'est quasiment acté. Donc, tous les clubs pro de rugby, les joueurs arriveront en tenue, ils s'entraîneront et repartiront sans se doucher. Ou alors, il y aura des douches en plein air parce que ce sera l'été. Mais cette notion de douche collective, ça, c'est sûr que. Alors, après, plus spécifiquement la natation, j'avoue que je m'aventure sur un terrain que je ne connais pas. Mais ça ne pourra pas échapper, à mon avis. Une question, Marc, s'il te plaît, par rapport au masque. Il y a des gens qui se plaignent, et sûrement à juste titre, de ne pas bien respirer quand ils ont un masque. Et du coup, est-ce que faire un effort physique important, est-ce que c'est dangereux au niveau cardio quand on le fait avec un masque? Alors, les gens, est-ce que tu parles de sportifs ou des gens de la vie de tous les jours qui se gênent? Les deux, les deux. Il y a un effort respiratoire, effectivement, tu augmentes un peu les freins inspiratoires. D'ailleurs, c'est un masque soi-disant d'hypoxie, agissait beaucoup sur la force des muscles inspiratoires. Donc, c'est sûr que c'est possible. On a une discordance entre la tolérance selon les gens, mais il y aura peut-être des types de masques plus ou moins épais, donc freinateurs, et du coup, qui nécessitent moins de force inspiratoire, mais il n'empêche que le bon sens, des fois, est quand même un bon conseiller. Vous avez eu de part, on parlait de masques, il n'en fallait pas du tout, mais on se rend compte que ça a un rôle. Et je te dis, autant isolant, donc là, il faut qu'il soit minimum opaque, entre guillemets, sur l'air, autant ça peut être un rôle juste d'éviter de toucher à la bouche. Donc, je peux te dire, si vraiment il ne tolère pas, on verra, mais on va tout faire pour essayer de trouver des masques adaptés pour qu'il y ait un maximum, à mon avis, qui le portent. Mais, Ce serait une bonne chose, en effet. Oui, merci Marc pour l'ensemble de ces échanges et de cet exposé. Donc, avant de passer la main à Thomas, je vais retenir 4 éléments. Le premier, la nécessité d'une vraie consultation médicale à l'occasion du retour du jeune. Le deuxième élément, c'est ton conseil appuyé à l'endroit des entraîneurs et des préparateurs physiques sur la nécessaire progressivité de la reprise et faire très attention à ne pas reprendre trop vite au risque de démultiplier les incidents ostéo-articulaires. Le troisième point, c'est la nécessité de rester positif dans ce contexte Covid. Il ne faut pas oublier que la crise sanitaire n'est pas terminée et les entraîneurs ont la charge d'adapter avec les contraintes sanitaires, d'adapter la pratique sportive. Et enfin, attention à la procédure en cas de malade à travailler avec l'établissement qui accueille le pôle. Donc, merci Marc encore une fois et je passe la parole à Thomas. Thomas, dans le cadre de ce déconfinement, on marque encore une nouvelle rupture, donc forcément, il y a une nouvelle stratégie alimentaire. Oui, donc du coup, dans cette période de déconfinement, l'idée, ça va être de vraiment suivre ce qui va être fait au niveau médical et au niveau physique. Donc, de s'adapter aux nouveaux changements qui vont arriver dans la vie du sportif.
les contraintes que ça va avoir sur l'ensemble de son quotidien. Pour certains, ils vont retrouver un rythme proche de celui qu'ils avaient avant, mais je pense qu'ils ne seront pas très nombreux, surtout au vu de ce que vous venez de dire. Pour d'autres, ça va être un nouveau quotidien encore différent du confinement et différent de l'avant. Donc, il faudra vraiment respecter la notion de progressivité, c'est-à-dire s'adapter à la nouvelle dépense énergétique du sportif, s'adapter en termes de gestion des repas, en fonction des horaires d'entraînement aussi. Garder en tête que si c'est un sportif qui a perdu pas mal de masse musculaire, notamment, il y aura peut-être besoin, d'un point de vue un peu plus précis au niveau des macronutriments, d'augmenter un peu l'apport en protéines, par exemple, parce qu'on va avoir à nouveau une stimulation de la masse musculaire plus importante qui va entraîner, on le sait, dans les 2 à 4 premières semaines, des besoins un peu plus élevés. Comme en reprise après la trêve ou pour un débutant, il y a toujours un besoin en protéines pour les initiés qui se situent à 1,5-1,7 grammes de protéines par kilo de poids au moment de la reprise. Ça, c'est pour ceux qui auront vraiment diminué beaucoup leur activité musculaire et qui auront perdu de la masse musculaire. Sinon, l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux nouvelles conditions, aux nouvelles charges d'entraînement qui vont être, comme le disaient Olivier et Marc, progressives. Donc, ne pas tout de suite chercher à retrouver les habitudes alimentaires d'avant, mais vraiment s'adapter aux sensations, à la récupération, à la dépense au quotidien du nouveau quotidien en fait, de son sportif. Oui, et nous allons entamer la période estivale, donc chaleur. Oui, Donc, ça c'est un risque. Marc en a dit un petit mot tout à l'heure. Le sportif, il a arrêté de s'entraîner début mars, mi-mars, et là, il va reprendre mi-mai. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. On risque d'avoir des températures de plus 25. Déjà, il y a une semaine, c'était déjà le cas dans certaines parties de la France. Ça risque d'être étonnant pour le sportif et surtout, il n'aura pas eu d'acclimatation à ces températures-là à l'effort précédemment ou très peu. Donc ça va être un vrai problème. Il faudra être particulièrement vigilant là-dessus. L'hydratation, mais pas que la quantité, aussi la qualité, c'est-à-dire quel type d'hydratation. Attention au type de boisson consommée et pas que pendant l'effort, mais vraiment sensibiliser le sportif sur son hydratation du réveil jusqu'au coucher, parce que souvent on se concentre un peu trop sur seulement la période de l'entraînement et c'est un peu limitant. Si le sportif arrive déshydraté à l'entraînement, on ne compensera pas par une bonne hydratation pendant. Donc ça, il faudra y être particulièrement vigilant. On est passé quasiment, on sera quasiment en été. Ça va être un point important, surtout pour les sports en plein air, hein, notamment. Là-dessus, juste une petite réflexion. Je suis désolé, Thomas, je ne t'ai pas parlé avant, mais on en a parlé hier parce qu'on réfléchit un petit peu sur le retour là, avec le médecin du service. Le rôle des IgA dans la protection au niveau oropharyngé, donc, sont assez importants. C'est que ce virus-là se cale dans la muqueuse par rapport à son cousin le SRAS, qui est directement au niveau du poumon. Lui, il se multiplie au niveau nasopharyngé. Du coup, un rôle important des IgA peut-être dans ce rôle barrière. Et le lien, il y aurait… là je m'arrête là, mais je te passe la parole, je ne sais pas si tu as entendu, il y aura un lien entre l'apport, l'hydratation, notamment en produits glucidiques, et qui stimulerait potentiellement la synthèse d'IgA. Est-ce que tu as vu ou est-ce que c'est quelque chose que… Oui, un déficit en glucides va jouer forcément sur, effectivement, sur l'immunité et sur le bon fonctionnement du système immunitaire, notamment par les IgA. J'ai vu aussi des études, mais bon, encore une fois, avec le Covid, c'est très récent, sur le statut en zinc, qui pouvait être souvent très déplété chez les personnes atteintes du Covid. Donc, être vigilant sur l'ensemble de l'apport alimentaire, sur la satisfaction des besoins, parce qu'on va aussi avoir des sportifs, peut-être que Philippe en dira plus là-dessus, qui vont vouloir compenser cette période de confinement en faisant plus d'activités, comme vous l'avez dit, et en se restreignant aussi sur l'alimentation, en étant beaucoup plus drastique, parce qu'ils vont se dire qu'ils se sont un peu lâchés pendant la période du confinement, que ce n'était pas optimal. Donc, vraiment être vigilant par rapport à ces sportifs-là qui vont en faire peut-être un peu trop d'un coup, vraiment respecter la notion de progressivité. Surtout, en termes de compétition, on risque de ne pas en avoir tout de suite. Donc, ça sera toujours constructif de voir plutôt à moyen terme que de se dire que le sportif doit rattraper le temps perdu. Ça, c'est jamais bon en général en termes de santé et de performance. Oui, merci Thomas. Donc, je retiens deux éléments. Donc, l'adaptation du régime alimentaire en fonction de la dépense énergétique. Tu as donné quelques éléments chiffrés, notamment pour celles et ceux qui sont en situation de perte de masse musculaire. Et quelque chose qui est sans doute assez logique, c'est en rapport avec l'hydratation qui doit être adaptée en quantité et en qualité, notamment à l'approche de la période estivale qui arrive à grands pas.
Voilà, j'ai une question pour Marc. C'est Serge qui est dans une discipline acrobatique et qui se pose la question de l'interdiction des bacs à mousse. Marc, ton micro. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste des bacs à mousse, mais contrairement aux apparences, je suis un ancien gymnaste. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelait les fosses aussi C'est en ça. gymnastique? C'est ça. D'accord. C'est un peu ça, en fait. Il y a un éject de seau qui est juste devant. Après, on a un grand bac à mousse qui fait environ 8 mètres sur 6, assez profond, avec énormément de cubes de mousse. Et en fait, ils sautent dedans. Donc, des fois, ils sont carrément tout recouverts de mousse. Et après, ils sortent. Donc, ils rampent pour sortir. On les aide. Et voilà. Et puis, ils font l'un après l'autre. Après, est-ce que le virus, il peut stagner là-dedans? C'est à l'air libre, on n'est pas en salle. C'est-à-dire que le reste du temps, il est couvert par une bâche, mais il y a l'air qui passe, et après, on le débâche. Alors, est-ce qu'il faut brasser la mousse? Est-ce qu'il faut vraiment l'interdire? Est-ce que, voilà, moi, j'ai des questionnements par rapport à ça, quoi. Alors, c'est vrai qu'il faut voir le côté plein air, c'est déjà très important. Je pense que vous avez vu passer quelques études où on voit comment se comportent les gouttelettes dans une salle fermée avec des personnes. Et dès qu'on ouvre une fenêtre, ça s'évacue énormément. Donc, le côté plein air, c'est quand même très protecteur. Maintenant, moi, pour être allé dans ces bacs à mousse donc, par la gym, à l'intérieur, c'était un gymnase, c'était fermé. Mais c'est sûr que c'était des nids à poussière, on dira. Après, le virus, on sait que globalement, sur des surfaces inertes, il survit 2 à 3 heures. Quand même 2 à 3 heures, c'est en moyenne. Donc, ouais, moi, je suis quand même un petit peu réticent là-dessus, mais on va voir avec les FED, les comités médicaux des FED. Je pense quand même que c'est des zones où potentiellement, s'ils éternuent, si tout dedans, ça maintient. Ouais, moi, je serais assez prudent là-dessus. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ça persiste 2-3 heures sur une surface inerte. Dans les mesures barrières, les gants sont assez controversés, même plutôt critiqués aujourd'hui, parce que finalement, on se croit protégé et on en touche un peu tout. Et le virus reste sur les gants. Et quand on met les gants à la bouche, c'est là où c'est gênant. Donc, Après, la plupart nous roulent déjà avec des gants. ouais. Non, mais moi, je parle des gants de protection, entre guillemets, au-delà du. Voilà, qu'on veut mettre. Mais. Moi, voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de survie du virus sur une surface inerte, c'est 2 à 3 heures. Si c'est en plein air, ça balaye beaucoup. Maintenant, dans la fosse, au sein des cubes de mousse entrelacés, Ouais. mais ça, Ouais, dans un premier temps, peut-être. Après, à côté, on a des seaux, ce qu'on appelle en rési, ça veut dire que c'est des surfaces souples. Voilà, Et s'il faut que dans un premier temps, ça soit que ça, ça sera que ça. Moi, c'est que j'ai vu évoluer les fosses en gymnastique où c'est devenu des surfaces où il n'y a plus les cubes, mais on absorbe ça. À mon avis, c'est beaucoup plus sûr au niveau viral que les cubes de mousse entassés l'un sur l'autre. Mais encore une fois, ça reste qu'une position personnelle pour voir avec les médecins de votre fédé quand même. De toute manière, après, je crois que tout le monde, c'est quand même le principe de précaution qui prévaut, quoi. Oui. Merci. Même type de question pour les collègues des sports collectifs. Faut-il nettoyer les ballons? Moi, je dirais si tu as un masque, ta main, tu ne la mets pas à la bouche et puis tu te laves la main de temps en temps parce que laver le ballon en permanence, ça sera injouable. Mais par contre, si tu associes au port d'un masque qui fait que le virus, s'il doit apparaître sur le ballon, tu ne le mets pas à la bouche, c'est que par là qu'il ne rentre pas par la main. Hein. Il n'y a pas de transmission autre que par la bouche et le nez. Donc, parce que sinon, ça devient très compliqué. Alors que tu le nettoies entre 2 entraînements, que tu nettoies, je veux bien, et tu ne veux pas le nettoyer régulièrement au cours d'un entraînement, je n'ai pas Olivier, c'est plus ton domaine. Non, c'est pas plus mon domaine, mais je pense qu'au volley, quand on regarde le nombre de ballons qui sont utilisés sur les entraînements, avec les ballons qui vont au sol, on ramasse les ballons, il y a à peu près 40-50 ballons qui tournent par entraînement. C'est compliqué de nettoyer les ballons à chaque fois, donc il faudra se protéger. Maintenant, comme tu l'as dit sur le port de masque, il faudra faire attention que ça ne soit pas freinateur sur le niveau inspiratoire-expiratoire, parce que là, on va augmenter le coût de chaque action et au niveau respiratoire, ça va poser des vrais soucis. Donc, ça, c'est des vraies questions. Hein. Franchement, ça, sur les masques, je pense que autant ça va être presque obligatoire ou en tout cas très important de les mettre au départ, autant dans la pratique, ça peut être rapidement un frein. Ou alors, il faudra accepter de reprendre pendant longtemps sur des intensités modérées. Et bon, ça, c'est une vraie question centrale en tout cas.
Oui, Marc, j'ai une autre question de Benjamin que je vais lire. Dans un contexte de distanciation sociale, comment envisager la reprise du sport contact avec une transmission virale par gouttelette? Ce qu'on envisage, c'est de faire des petits groupes de 3 ou 4. Ils disent donc 3 athlètes plus un staff. Pourquoi? C'est pas parce que ça se transmet moins, mais c'est-à-dire que si ça doit se transmettre, ça prend un petit cluster, ça ne se transmettra pas à tout le monde. Mais c'est sûr que les sports de contact, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait ça. Par contre, tout maximum, ils seront 3-4 sur un coin du terrain, 3-4 autres coins du terrain, ils seront très dispatchés pour que l'air circule entre. Après, tout ce qu'on peut faire en prépa physique, on favorise tout ce qui est, Olivier te parlera, mais travailler en ligne et non pas travailler en cercle ou les uns derrière les autres. Donc ça, c'est sans contact. Mais les phases de contact, de toute façon, elles seront au début, on va préconiser, et Olivier, tu le diras encore mieux que moi, des gestes techniques sans forcément ces phases de contact, de frottement. On va être beaucoup sur un rappel, le travail technique, le travail, toutes les choses qu'on peut faire en prépa physique sans aller sur ce contact-là. Parce que rien que la notion d'intensité, dès qu'on met du contact, on augmente, on dépasse les 80% qu'on imagine. Du coup, on est dans une phase, il faut qu'on ait validé un retour, qu'il n'y ait pas eu de complications. Donc, je pense que le retour au contact physique, ça ne se fera pas avant un bon mois de reprise de prépa physique. Mais je laisse la parole à Olivier. Ouais, tu as complètement raison, hein. Ça va être très important, et notamment, tu vois, sur le document là, sur lequel on a un peu travaillé avec Gilbert, c'est-à-dire que quand on va avoir besoin de faire du travail physique ou de mettre en place un test un peu plus spécifique au niveau aérobie, par exemple, il faut trouver une organisation où les gens peuvent être largement espacés et pas forcément à côté. D'accord ? Donc, je pense qu'au-delà des préconisations du type de travail, c'est l'organisation du travail qui, je pense, va être primordiale. C'est pour ça que les petits clusters de 3-4 personnes, ça sera vraiment important. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que au rugby, au foot, c'est facile de faire des petits groupes de 3-4 et les dispatcher partout sur un terrain qui est très grand. Quand tu es sur un terrain de volley, ça va être un petit peu plus compliqué de faire. Alors, il y a certes moins de joueurs, mais quand tu vas avoir une vingtaine de joueurs sur un petit terrain, ça va être très compliqué. Donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une organisation un peu différente avec des emplois du temps qui vont tourner, et au lieu d'avoir une séance qui dure 1h30 à 2 heures, j'ai envie de te dire que les premières réflexions qu'on a, c'est qu'il va falloir que ça dure 3-4 heures pour avoir des rotations, et on va rester que sur du travail technique parce que tout le travail collectif va pas être possible au départ. Donc, que ce n'est pas aussi une chance pour revenir sur du travail particulier. Bon, après, c'est les entraîneurs qui ont la main là-dessus, mais globalement, je pense que ça va nous, sur les petits terrains en indoor, par exemple, ça va nous poser des soucis. Olivier, si je reprends l'ensemble des interventions dans le cadre du déconfinement, la logique qui prévaut est essentiellement individuelle, une prise en charge individuelle. Ah ben, franchement, je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait faire des simulations d'opposition avec des joueurs qui sont collés les uns aux autres, avec des actions où ils peuvent se toucher, où ils peuvent… C'est impossible. Donc aujourd'hui, je pense que les préconisations, et de toute façon, la marque l'a bien répété, je pense qu'il va y avoir des pistes ministérielles et il va falloir les suivre, d'accord, et les consignes vraiment pour essayer de les appliquer. Et que là, concrètement, dans le travail de démarrage, ça va être du travail en petits groupes. Et que malheureusement, si je regarde le volley, par exemple, on va se mettre 3-4 d'un côté, 3-4 de l'autre. Et puis peut-être qu'au bout de 45 minutes, il faut faire sortir les joueurs, en faire rentrer d'autres et puis qu'il y ait des rotations. Alors ça veut dire que ton entraînement, au lieu de durer 1h30, ça va peut-être durer 3 heures, mais tu n'auras pas forcément le choix de faire autrement que ça, quoi. Oui, Olivier, je ne voulais pas revenir sur la partie organisationnelle de l'entraînement. Je voulais insister sur le message que vous voulez porter aux entraîneurs et aux coordonnateurs et aux préparateurs physiques, sur la prise en charge et l'accompagnement des athlètes qui n'est plus collective dans le cadre du déconfinement, mais qui est essentiellement individuelle et qui va le rester pendant un petit moment. Je pense que c'est fondamental, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on essaie de faire un bilan sur le confinement et qu'on s'aperçoit que voilà, c'est comme tout, mais on le sait tous, quand on travaille dans des clubs, quand on a le retour des joueurs, on le voit, on fait quelques mesures, et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens qui se sont un peu entraînés pendant l'été, d'autres pas. Voilà. Même si pour moi, aujourd'hui, je le dis souvent, on n'est pas dans un cas de figure où ils ont été en vacances 5 semaines et ils reviennent à l'entraînement, c'est beaucoup plus grave pour moi. Aujourd'hui, il va falloir individualiser encore plus. Encore plus. Voilà. Sur le contenu, sur l'organisation, etc. Marc, tu veux dire quelque chose ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, JC, c'est un travail de technique individuelle
qui nécessitent peut-être moins de collectif. Donc, c'est vrai qu'il y aura un travail, ce sera l'occasion peut-être pour les entraîneurs de faire un travail beaucoup plus technique, individuel, au poste notamment. Et pour nous, médecins, c'est vrai que cette période, si elle dure un bon mois, ça nous permettra d'acquérir des connaissances scientifiques sur le virus qui, peut-être, dans un mois, nous aideront à franchir l'étape d'aller tous ensemble. Mais chaque jour, chaque semaine, il y a des connaissances qui avancent. Donc, voilà. Aujourd'hui, on sait que le premier mois, s'il doit être repris, ce sera sous forme de petits groupes et travailler là-dessus. Après, ne tirons pas des plans sur la comète trop tôt, mais voilà, en tout cas, c'est. Oui, merci Olivier et Marc. Le temps passe très très vite, donc je vous propose de passer à Philippe. Philippe, le déconfinement est aussi une affaire psychologique, un sujet psychologique, et nous nous étions posé une question hier. Est-ce que le sportif va avoir peur du contact de l'autre?
Autre question de Anne Riff de Font-Romeu. Est-ce qu'il y a un sujet piscine, Marc? Franchement, par rapport au virus, je ne crois pas. Moi, de ce que j'entends, et c'est bien ça qui est un petit peu inquiétant, que je pense qu'il y a des sportifs qui n'ont tellement pas peur de l'autre par rapport au virus, hein, que certains, le masque, ils risquent de l'oublier, ils risquent de se gratter le nez en passant la main sous le masque, et ils risquent d'avoir de ne pas respecter ces gestes barrières qui sont, comme Marc et Olivier l'ont dit, là, essentiels, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, peur de l'autre dans ce sens-là, non. Par contre, c'est une autre peur dont je parlais tout à l'heure, c'est plus une peur de prendre place au sein du monde dans lequel on vit. Il y a cette peur-là qui est plus présente et qui amène certains sportifs et certaines personnes, hein, pas que des sportifs, à être finalement pas si mal dans le confinement. Parce que ça fait une espèce de nid protecteur où on n'a pas vraiment à se confronter à l'autre. Hein, il y a une espèce de prise en charge générale en ce moment, hein, qui est très rassurante pour les gens les moins en sécurité. Voilà. Après, sur le déconfinement, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, l'élément essentiel, c'est que les sportifs entendent bien que le déconfinement, c'est pas on sort du confinement. Hein, on est toujours dans le confinement, mais un petit peu autrement. Hein, et d'autant plus que si on regarde ce qui se passe dans certains pays, je pense à Singapour notamment, c'est le premier qui me vient en tête, je crois qu'ils sont rentrés à nouveau dans le confinement. Donc, c'est pas interdit, hélas, de penser que peut-être une fois après le 11, peut-être un mois, 2 mois après, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce que s'il y a trop de gens contaminés, est-ce qu'à nouveau, on ne va pas être tous isolés comme on l'est là? C'est possible. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je parlais des objectifs, pas de performance, des objectifs de reprise, des objectifs intermédiaires, hein, pour que les sportifs entendent bien que ce n'est pas la performance tout de suite. Il ne faut pas sortir tout de suite, je veux dire, de ce moment de confinement, il faut y aller progressivement, pour toutes les raisons qui ont été déjà évoquées par mes collègues, mais également au niveau psychologique. Voilà, c'est pas on est off, quoi, hein, on est toujours là dans le confinement, même après le 11. Oui, j'ai reçu un message privé qui évoque les courses semi-virtuelles actuelles, mais à très haute intensité et réalisées dans les garages comme on le voit actuellement dans le cadre du triathlon ou du cyclisme. Qu'en pensez-vous et est-ce un danger? Moi, j'avoue que je ne connais pas trop ça. Olivier en parlera mieux que moi. Moi, je ne parle pas trop. C'est juste la fréquence cardiaque qu'il faut surveiller. Mais après, Olivier parle. Vas-y, je sais pas. Oui, non, mais enfin, pour moi, j'ai pas bien compris en fait la demande qui a été faite sur le message, mais c'est quoi? C'est une activité virtuelle, c'est ça? Oui, alors chacun est sur son home trainer dans son garage avec un écran devant et un tracé virtuel et des indicateurs de charge et vogue la galère. Voilà, c'est ouvert aux amateurs maintenant. Non, mais Marc vient vient de répondre au truc, hein. Il faut juste contrôler les valeurs de fréquence cardiaque et le niveau d'intensité. C'est tout. Que tu sois sur une route en réel ou que tu sois en virtuel avec un fond d'écran, etc. Ce qui est important, c'est la dépense, c'est le côté engagement musculaire et la réponse à la fréquence cardiaque à l'effort. Il va falloir contrôler ces choses-là. Enfin, Marc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pense que ça n'a de virtuel que le nom, à mon avis, parce que Oui. la course, c'est une course réelle que Oui. tu fais. Et c'est même pire parce que tu as des conditions de chaleur souvent quand tu es à l'intérieur qui sont pires. Tu n'as pas, t'as pas la diminution de chaleur par le vent, tu n'as pas plein de choses. Donc, moi, je pense que c'est même pire que. Donc, c'est pas virtuel du tout. Il ne faut pas se rassurer en disant, bon, c'est quelque chose de virtuel, du coup, c'est moins intensif. Non, ils sont sur un vélo. Je pensais que tu parlais d'imagerie motrice où tu imagines l'effort. Mais si tu fais réellement ta course, ton home trainer, mais uniquement c'est le paysage qui est virtuel, il n'y a rien de virtuel par le paysage. Donc, à mon avis, c'est danger. Ouais, je pense aussi qu'il y a un peu plus de danger avec ces choses-là. Ça dépend aussi de l'environnement. Est-ce qu'ils se sont mis à l'extérieur pour le pratiquer? Mais comme tu dis, sur le vélo, de toute façon, on n'a pas le vent qui arrive et qui vient un petit peu refroidir le système, etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en considération sur ce type de travail. Après, voilà, et si toutes les notions d'intensité sont contrôlées, c'est pas mal. Il y a quand même quelque chose qui peut être positif, c'est qu'il n'y a pas le risque de chuter, de tomber, et donc au final de ne pas surcharger les médecins, etc. Même si ça peut arriver. Mais globalement, non. Mais autrement, il faut faire attention et la notion d'intensité prime. Ouais, mais bon, il y a le danger de la fraude technologique et puis de charger la mule. Nous, ça se pose des questions quand même comme ça dans le cyclisme parce qu'il y a carrément des grosses courses comme ça en cyclisme. Et dans pas longtemps, ça va être de l'e-sport avec des gains et ça pose des
vrais problèmes d'équité, de choses comme ça. Et là, en ce moment, par exemple, il y a le Tour de Suisse virtuel en vélo, quoi. Et il y a eu le Tour des Flandres, il y a eu, mais ça soulève voilà, des questions parce qu'il n'y a pas de contrôle, quoi. Mais je rebondis là-dessus, j'ai vu sur l'équipe qu'il y avait des contrôles par visio. Et apparemment, ça ne marche pas si mal, mais bon, voilà, on arrive à ce monde, on fait du I et du I-tout. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, j'en profite. Je rebondis là-dessus, sur le e-congrès, sur le déconditionnement locomoteur. On avait prévu au mois de mars, dans le cadre des EMPR, qui est un congrès de médecine physique et rééducation, une journée sur la médecine du sport, sur qu'est-ce qui se passe quand on est déconditionné, quand on immobilise quelqu'un. Il y a toute une grosse journée sur les conséquences osseuses, articulaires, musculaires, tendineuses, du déconditionnement un peu plus strict que le nôtre, carrément l'immobilisation après une fracture, après un plâtre. Et on avait une journée entière qui était reportée au mois de juillet et qui sera un e-congrès. Donc vous diffuserez un peu l'info si ça vous intéresse. C'est quelle est la physiopathologie du déconditionnement locomoteur et puis toutes les mesures, les contre-mesures qu'on peut proposer pour lutter contre le déconditionnement. Parce que on va voir qu'on va lutter pour le reconditionner, mais moins on perd pendant le déconditionnement, mieux c'est. Et voilà, donc c'était juste pour dire qu'on va faire un e-congrès, donc on fait du e-tout, du e-contrôle antidopage. C'est vrai que ça peut être une chance aussi de développer certaines choses quand même par cette pandémie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non. Moi, oui. Vous m'entendez? Oui. J'ai une petite question qui me concerne un peu plus directement. C'est comment gérer un déconditionnement, un déconfinement, pardon, avec le retour à l'internat notamment et les précautions d'usage dans un internat où les gamins sont 4 par chambre et avec des sanitaires communs pour les 4. Est-ce qu'il y a, enfin bon, les précautions, je suis capable de les comprendre et de les trouver facilement, mais c'est carrément, est-ce que c'est envisageable de le faire? Je vais jusque-là dans la question. Je ne sais pas si Marc a des infos, oui, enfin des infos. Je pense que malheureusement, c'est pas plus AJC, c'est plus de l'ordre administratif. C'est vrai que nous, ce que je peux dire, c'est que quand on a un patient, parce que je suis un centre de prélèvement Covid, donc dès qu'on a un patient qui est Covid+, le confinement chez lui, c'est seul dans sa chambre, c'est les toilettes, très important les toilettes, parce que le virus va dans les matières fécales. On ne se transmet pas par les selles, mais si on touche les mains, qu'après on amène les mains à la bouche, donc voilà. Il faut avoir des WC, effectivement, des conditions d'hygiène sur les WC, la chambre et l'alimentation. C'est-à-dire qu'on demande aux sujets qui sont Covid+, donc ce qui ne sera pas le cas des vôtres, mais de ne pas manger en face des uns des autres. Donc je pense que là, vous avez touché plus l'organisation structurelle du CREPS, et ça, c'est JC qui répondra, mais comment avoir une distanciation sociale dans une structure comme ça, sachant que les consignes médicales, c'est celles que je vous ai données, effectivement. Oui, donc pour répondre à Nicolas, effectivement, nous allons recevoir un certain nombre de consignes, qu'elles soient ministérielles ou locales ou préfectorales. Donc, un petit peu de patience. De toute façon, nous nous adapterons et nous ferons mieux. Oui. Le plan organisationnel, il y a des questions par rapport aux consultations médicales. Moi, je n'y avais pas pensé, mais je pense qu'on pourra consulter au sein du CREPS temporairement un peu plus, parce que nous, sur l'hôpital, on aura du mal à absorber plus de patients parce qu'on ne nous a imposé pas plus de 2 patients par heure pour pas qu'ils se croisent tous. Du coup, nous, du temps médical, on en aura un peu plus. Donc, si on a des locaux au sein du CREPS, il faudra qu'on y réfléchisse aussi pour qu'on puisse délocaliser des visites médicales des jeunes si elles sont imposées, encore une fois, si elles sont imposées par le ministère, mais on pourra faire une partie des visites médicales sur place, à mon avis. Bien, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions, donc je vais pouvoir clôturer ce webinaire en vous remerciant tous pour votre participation et en remerciant nos 4 intervenants. Donc, merci Dr Julia, merci Olivier, merci Thomas, merci Philippe. Et sachez qu'il y aura d'autres temps, d'autres sessions webinaires, on est en train d'y travailler. Je vais vous transmettre le diaporama de Marc Julia, s'il le veut bien. Et je vous confirme que nous allons travailler sur 2 éléments, à la fois le formulaire dont on a parlé en début de session pour évaluer vos sportifs dans le cadre d'un retour post-confinement, et pour la rentrée sur un protocole versus médical d'appréhension du sportif. Merci à tous encore une fois. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et n'hésitez pas à nous transmettre vos éventuelles questions supplémentaires. Merci, à très bientôt. Au revoir.